Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici le titre de vendredi 9 juillet. 5e session extraordinaire du G5 Sahel. Les travaux ont débuté ce matin. Par visioconférence, les chefs d'État et de gouvernement de l'organisation se sont penchés sur la situation sécuritaire Sahel. Ouverture également ce vendredi de la session ordinaire du Comité national de pilotage des pôles de croissance. Les acteurs veulent faire de ce secteur un tremplin de développement industriel au Burkina. Ils ont dressé le bilan des acquis et émis de perspectives. Mali, ouverture de la 2e Assemblée générale plénière du comité interparlementaire du G5 Sahel à Bamako. Le concours des délégations parlementaires burkinabé, nigériennes et tchadiennes. Les réflexions ont porté sur la participation des citoyens aux initiatives de développement et de paix au Sahel. 5e session extraordinaire du G5 Sahel. Le président Faso et ses pairs du Mali, du Niger, de la Mauritanie et du Tchad ont pris part ce matin par visioconférence aux travaux. À cette cérémonie d'ouverture, les chefs d'État et gouvernement de l'organisation sahélienne ont désigné le nouveau secrétaire exécutif du G5 Sahel. Le thème retenu pour cette session est la stabilité régionale. Mami Diana Kamabou pour les détails. Il est le nouveau secrétaire exécutif du G5 Sahel. Yemdaogo Eric Tiaré a été nommé ce vendredi lors de la 5e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du G5 Sahel. Conscient de cette lourde responsabilité, le nouveau secrétaire exécutif du G5 Sahel compte sur l'accompagnement des chefs d'État et du Conseil des ministres pour mener à bien sa mission. La feuille de route qui a été tracée indique effectivement qu'il y a des actions à mener très rapidement. Donc je crois que dans les mois, les semaines à venir, donc en accord avec mon successeur, ou disons mon prédécesseur, donc nous allons regarder et voir exactement par où commencer. Mais ce qui est sûr, il y a déjà des chantiers en cours, et donc je me ferai le devoir et le plaisir donc de continuer ce que mon prédécesseur a tracé comme sillon. Et donc je crois que c'est dans la continuité que nous allons travailler, bien sûr en essayant de voir dans quelle mesure, comme je ne connais pas, je ne peux pas dire tout de suite voilà ce que je vais faire, mais bien sûr je prends l'engagement donc de pouvoir donner le meilleur de moi-même pour effectivement accomplir la mission qui m'a été confiée par les chefs d'État. Cette 5e conférence au sommet des chefs d'État du G5 Sahel a été dictée par le constat d'une aggravation de l'activisme terroriste au Sahel. Les chefs d'État ont aussi noté la persistance de la menace terroriste et la volatilité de la situation sécuritaire. Il faut dire à ce sommet extraordinaire, chaque chef d'État a fait part de la persistance de la menace sécuritaire dans la zone d'une manière générale et dans certains des pays du G5 Sahel et ont insisté sur la nécessité de davantage coordonner leurs actions et d'avoir donc des opérations conjointes pour permettre donc d'endiguer donc cette menace-là, pour la réduire au maximum. Le président français Emmanuel Macron, qui a pris part aux travaux, a fait un exposé sur la nouvelle configuration de l'intervention française au Sahel, fondée sur les cryptiques appui, coopération et soutien des forces partenaires du G5 Sahel. En abordant la question du financement de la force conjointe, qui reste une préoccupation, les chefs d'État entendent explorer d'autres moyens en vue de mobiliser de ressources conséquentes pour la rendre plus puissante et autonome. Les membres du Comité national de pilotage des pôles de croissance CNPPC, eux par contre, se sont rencontrés physiquement ce vendredi 9 juillet à Ouagadougou en session ordinaire. Ils ont fait l'état des lieux des travaux sur les pôles de croissance et fait le point sur la préparation d'un nouveau pôle de croissance. La rencontre a été présidée par le Premier ministre Christophe Dabiri Sanatasiri. Cette rencontre ordinaire du comité de pilotage des pôles de croissance se veut un cadre de concertation et de réflexion sur la transformation industrielle des agropoles au Burkina Faso. Une rencontre qui a permis aux membres du comité de passer en revue la mise en œuvre des pôles de croissance en exécution, de faire le bilan de la mise en place des zones d'activité industrielle
et d'examiner de nouvelles perspectives en matière de promotion des pôles de croissance. C'est un point d'étape que nous faisons pour regarder quelles sont les difficultés rencontrées en cours d'exécution, quelles sont donc les mesures de mitigation que nous pouvons prendre et quels sont les éléments que nous pouvons mettre en place pour booster les opportunités d'investissement. Parce que vous savez que la philosophie des pôles de croissance, c'est une philosophie qui intègre des capitaux publics et aussi des capitaux du secteur privé. Disons que les choses avancent parce que rien que sur le plan de travail 2020 à 2022, nous avons près de 20 agro-investisseurs qui se sont installés sur la plaine de Bagré. Et bien sûr qu'il ne peut pas manquer de difficultés au regard donc, du contexte que nous venons de traverser. Mais en tout cas, les choses bougent. Le nombre donc, de superficies emblavées a quitté donc, de 2000 et nous sommes pratiquement à 7000 hectares. Le bilan de la mise en œuvre du programme de travail annuel budgétisé PTBA 2020 fait état de 38 activités entièrement exécutées, soit un taux de réalisation de 50,67% et 31 activités en cours de réalisation, soit un taux de 41%. Sur le plan financier, ce sont environ 41 milliards de francs CFA qui ont été décaissés, soit un taux d'exécution financier de 53,12%, selon le rapport du Comité national de pilotage des pôles de croissance. L'un des faits majeurs sur l'industrialisation, c'est le fait que nous avons choisi désormais de fabriquer des médicaments au plan national. Comme vous le savez, notre balance commerciale est totalement déséquilibrée dû au fait que nous importons énormément donc, de médicaments. 90% donc au-delà même des médicaments sont importés. Il y a un site, le Technopole à Cocologo, qui a été identifié. Des études sont en cours. Nous mobilisons régulièrement donc, du secteur privé national comme international qui ont déjà des projets structurants. Donc, nous pensons que la dynamique est enclenchée en termes de capital humain, en termes donc, de philosophie d'approche en chaîne de valeur, et en termes donc, de choix donc, de modes de consommation, mais aussi en termes donc, d'accompagnement à différents niveaux des PMI-PME. Cette session ordinaire du Comité national de pilotage des pôles de croissance 2021, présidée par le Premier ministre Christophe-Joseph Marie Dabiré, a été placée sous le thème « Relever le défi du développement industriel des agropoles » en vue d'accroître la résilience de l'économie nationale. Elle a connu la participation des membres et observateurs du Comité national de pilotage des pôles de croissance ainsi que des personnes ressources. Cris de cœur des déplacés internes de Seba. Après l'attaque de Solhan, elles ont été nombreuses, ces populations, à trouver refuge à Seba, capitale de la province du Yaga. Les semaines passent, mais les conditions de vie de ces déplacés internes ne connaissent pas d'amélioration, selon ces derniers. Issa Ama est l'un d'eux. Il a porté le cri de détresse de ceux qui partagent le même quotidien que lui au chef de file de l'opposition politique ce 8 juillet. Par la même occasion, il a interpellé le gouvernement burkinabé, Michael Tougri. Issa Ama, reçu par le chef de file de l'opposition politique et du Kombouego. Entre ses mains, les doléances des déplacés internes du drame de Sol 1. Les principales difficultés que vivent ces déplacés restent l'alimentation et le logement. L'événement jusqu'à nos jours, c'est là qu'il fait augmenter seulement les déplacés. Donc, avant même, il n'y en avait pas la nourriture suffisamment. Et voici encore le problème. C'est entaché. Depuis le sonage jusqu'à nos jours, vraiment, il n'y a pas de nourriture. Je demande au gouvernement vraiment de faire un effort. Surtout l'alimentation, nous n'avons pas à manger. Ce déplacement sur le chef de file de l'opposition politique a pour but d'exposer les doléances des populations déplacées internes qui ont trouvé refuge à Seba. Des déplacés internes dont le nombre et les besoins sont en constante augmentation, selon Issa Ama. S'ils peuvent donner l'action sociale, ou bien surveiller, ou bien, je ne sais pas, dans tous les cas, nous voulons à manger. Et les déplacés là aussi, qu'on les surveille, l'habillement, là où elles couchent, là où elles dorment, et l'eau. Même si actuellement dans la nuit, s'il y a la pluie, il y a d'autres femmes qui ne savent même pas où dormir. Aux alentours même du bâtiment de l'action sociale, là. Les femmes là restent là-bas. Pendant que la descente c'est à 15 heures. De chez moi à l'action sociale, à 100 mètres. Donc, jusqu'à 16h, 18h, les gens sont là-bas. Selon le gouvernement burkinabé, l'attaque terroriste de Sol 1 a fait 132 morts, plusieurs centaines de déplacés internes et d'importants dégâts matériels. Les populations, selon Issa Ama, en appellent à une assistance humanitaire conséquente.
En marge des prochaines assises sur l'éducation nationale qui vont se tenir dans les prochains jours, le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales s'est entretenu avec les anciens secrétaires généraux de son département. La rencontre a eu lieu ce jeudi 8 juillet 2021 à Ouagadougou. Le professeur Stanislas Ouaro a reçu leur soutien et leur adhésion. Mamidriana Kamabou. Cette rencontre avec les secrétaires généraux vient clore la série de consultations entamées depuis avril dernier. Ces rencontres ont permis de recueillir les propositions des différents acteurs pour la bonne tenue des assises. Ces secrétaires généraux ont promis d'apporter leur soutien. La présence de ces secrétaires généraux aux côtés du ministère en charge de l'éducation pour la préparation des assises, elle est très importante en ce sens que ils vont permettre de faire donc un bilan de la mise en œuvre des différentes réformes que notre système a connues, des bilans, des difficultés de mise en œuvre, des perspectives, afin que sur la base de cela, nous puissions donc aller de l'avant. Donc j'ai été très heureux de les rencontrer et ils se sont engagés effectivement à nous accompagner aussi bien dans la rédaction de documents de base à travers leurs représentants qui y seront, mais aussi après la rédaction du document à travers sa lecture des contributions pour améliorer donc le document. La prochaine étape, selon le ministre de l'Éducation nationale, c'est la rencontre avec le gouverneur qui vont présider les comités d'organisation des assises au niveau régional. Nous allons les rencontrer bientôt pour ensemble travailler sur le format de la gestion et de l'animation des assises au niveau régional. Mais sinon, les concertations sont aujourd'hui bouclées et nous sommes fin prêts au regard de tout ce que nous avons entendu, de tout ce que nous avons reçu comme commentaires, mais reçus comme documents. Nous sommes prêts pour aller à la rédaction de documents de base. Et selon le ministre de l'Éducation nationale, 5 de ces secrétaires généraux ont été choisis pour faire partie de l'équipe devant conduire la rédaction du document de base des assises. La rédaction débute déjà dès la semaine prochaine, a laissé entendre le professeur Stanislas Ouaro. L'épanouissement de la jeune fille burkinabé au cœur du projet Promesse FAP. C'est un programme de promotion de l'accès des filles à un système éducatif et de formation professionnelle de qualité dans les régions du Sahel, du nord, de l'est et du centre-nord du Burkina. Lancé officiellement ce 9 juillet 2021 à Ouagadougou, il a réuni les membres du consortium d'ONG internationales, initiateurs du projet et tous les autres acteurs concernés, dont le gouvernement burkinabé. Les détails de la cérémonie de lancement dans ce compte-rendu de Fatimata Nikiema. Les filles et femmes de 15 à 35 ans des régions du Nord, du Centre-Nord, de l'Est et du Sahel sont les bénéficiaires du projet dénommé « Promotion de l'accès des filles à un système éducatif et de formation professionnelle de qualité Promesse FP ». Un projet qui vise entre autres à l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la promotion des jeunes filles et femmes dans les zones d'intervention concernées, ainsi que la promotion de la santé sexuelle et reproductive. Il y aura des interventions dans les établissements post-primaires et secondaires à travers une approche, par exemple, pour les compétences de vie et l'éducation financière, en améliorant les curriculums et des outils pédagogiques, donc par la formation d'enseignants. Effectivement, par exemple aussi par, on va mettre en place des clubs mixtes de filles et de garçons, effectivement, pour qu'ils puissent améliorer ces compétences-là et aussi sensibiliser leurs pairs dans ces établissements. Le projet Promesse FP est mis en œuvre par un consortium d'ONG internationales et cet atelier se présente comme un cadre d'information et d'échange avec toutes les parties prenantes de ce projet. L'objectif est de susciter une adhésion et une contribution de tous les acteurs. Le gouvernement burkinabé, qui est l'un des acteurs, promet soutenir le projet à travers les services techniques des ministères concernés. Il serait important pour nous que ces jeunes-là puissent, au-delà de leur résilience qu'ils ont actuellement, pouvoir donc effectivement trouver de l'emploi décent, pouvoir donc se former et avoir donc une éducation qui leur permette non seulement de travailler eux-mêmes dans un auto-emploi.
Selon le ministre en charge de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi, le gouvernement fera en sorte que la mise en œuvre de ce projet respecte la vision du pays en ce qui concerne l'éducation de la jeune fille. Le projet Promesse FP coûte environ 6 milliards de francs CFA, financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et va durer 44 mois. Il est porté par Solidar Suisse, Educo et Aflatoon International. Allons à Waiguya pour mieux comprendre la non-fonctionnalité des 2 appareils médicaux dernière génération habilités à prendre en charge les personnes souffrant de calculs rénaux. En 2018, le gouvernement burkinabé, dans sa politique de renforcement des plateaux techniques, a acquis ce matériel installé depuis 3 ans au centre hospitalier régional de Waiguya. Aucun malade n'a malheureusement jusque-là bénéficié de ces soins. Une de nos équipes a davantage creusé pour savoir à quel niveau se situe la plaie. Suivez ce reportage signé Michael Tougri. Ces 2 appareils dédiés à la prise en charge des calculs rénaux ont été acquis en janvier 2018 pour renforcer le plateau technique du centre hospitalier universitaire régional de Waiguya. Lorsque nous réalisons ce reportage, nous sommes en juin 2021 et les 2 appareils ne sont toujours pas en service. Ils sont entreposés dans cette salle aménagée pour soulager les patients souffrant de calculs rénaux. Et pourtant, ce sont des équipements de dernière génération qui offrent la possibilité de prise en charge des patients sans intervention chirurgicale. L'appareil qui est utilisé pour le traitement donc, de référence des calculs au niveau de l'appareil urinaire. Maintenant, c'est des cailloux, dans notre jargon, dans le langage simple, dont la densité doit être inférieure à 1000 unités une huile. Et dont la taille au niveau du rein, la taille au niveau du rein est inférieure à 2 cm. C'est des traitements en ambulatoire. Donc, le patient il vient le matin, après avoir été bilanté correctement, il vient le matin, on laisse sur l'appareil, on fait une séance de 30 à 40 minutes, maximum 3500 coups, et on le laisse rentrer pour le contrôle et le calcul du barès. Des appareils qui sont également dotés de fonctions transversales polyvalentes pouvant intervenir dans la prise en charge d'autres maladies, en plus des calculs rénaux, explique le docteur Mamadou Traoré. Ces équipements peuvent aussi intervenir pour les visées thérapeutiques et diagnostiques, insiste le chef de service de neurologie du centre hospitalier universitaire régional de Waiguya. Cette machine a dit les calculs qui ne sont pas pris en compte avec la première machine passent d'office ici pour être pris en charge avec cette deuxième machine qui dispose d'un système de traitement au laser. Cette machine va permettre de faire les résections des tumeurs vessie. Également les résections des tumeurs de la prostate, les cystoscopies, les résections, les montées de Gigi. Une machine qui est polyvalente, utilisable en neurologie, en gynécologie, en chirurgie. Et sur la question du non-fonctionnement de ces 2 appareils, la réponse du docteur. Ça, c'est à l'autorité de décider. On a vu à faire plusieurs propositions, plusieurs schémas, mais la dernière décision appartient à l'autorité. Il faut dire que les appareils sont là depuis janvier 2018. Nous sommes en 2021 et nous sommes déjà en juin 2021. Donc, c'est l'autorité qui décide ce qu'il faut en faire. Voilà. À la situation, les patients souffrant de calculs rénaux résidant à Waiguya sont orientés vers Ouagadougou pour la prise en charge. Pendant combien de temps le calvaire des patients souffrant de calculs rénaux va-t-il durer? Le ministère de la Santé est donc interpellé. Autre acquisition qui demeure inopérationnelle, c'est bien la gare routière à Ouagar-Inter. Qu'est-ce qui expliquerait cette situation? Boukari Zungrana, président des transporteurs de la gare en question, répond à cette interrogation. Vous le savez, nous en avons parlé sur nos antennes. La gare routière a été inaugurée le 8 avril dernier avec en prévision une mise en service 3 semaines plus tard. Cependant, plusieurs mois sont passés, mais les choses semblent n'avoir pas bougé d'un iota. Michael Tougri. À terme, ce marché à bétail doit être délocalisé et transformé en un parking pour la nouvelle gare routière de Ouagar-Inter. Et d'ailleurs, ce qui explique, selon le président des transporteurs de la gare Ouagar-Inter, le non-fonctionnement de l'infrastructure inaugurée le 8 avril avec une capacité d'accueil de 100 véhicules. À l'inauguration, ils nous ont dit que la gare va ouvrir dans 3 ou 4 semaines. Aujourd'hui, la difficulté majeure qui retarde l'ouverture est le problème de parking. Il faut trouver un emplacement pour les marchands de bétail qui occupent l'espace réservé pour le parking. Cette gare rénovée ne peut contenir que 100 véhicules. Actuellement, le nombre de véhicules excède à 100. Si nous nous déplaçons, on ne pourra pas s'entendre avec les services de la police parce que certains chauffeurs seront obligés de garer de façon anarchique.
Selon le président de la gare Ouaga-Nté, Boukari Zoungrana, il n'y a aucune volonté des transporteurs de refuser de rejoindre la rénovée. Une fois le problème de parking résolu, les activités de transport de passagers vont s'effectuer sans grande difficulté, puisque selon les statistiques, ce sont plus de 300 véhicules qui ont été enregistrés sur le registre de la gare Ouaga-Nté. Une fois que les marchands de bétail se déplacent, là, nous pourrons venir. Nous sommes prêts à mener nos activités dans cette gare rénovée avec le comité. Mais tant que les marchands de bétail ne libèrent pas la place, il serait difficile pour nous de travailler. C'est ce fait qui empêche l'ouverture de la gare. Une fois que ce problème de parking est résolu, nous les transporteurs sommes prêts à venir. En attendant la résolution de la question de parking, afin que les transporteurs reprennent du service, les activités de transport battent le plein ici, dans cette gare provisoire aménagée afin de rénover la gare Ouaga-Nté pour un budget de plus de 4 milliards de francs CFA. Élection président de l'Union nationale des supporters des étalons après la candidature dévoilée de Soumaïla Ido, c'est au tour du vice-président sortant Ousseini Touma de rendre public ses intentions. Il a annoncé sa candidature à la présidence au cours d'une conférence de presse animée hier à Ouagadougou. Ce programme qui s'articule autour de 5 axes est dénommé Faisons de nos gradins une source de motivation pour nos sportifs. Assami Tintori. Ils sont à présent deux candidats à briguer la présidence de l'Union nationale des supporters des étalons. Le deuxième candidat, Ousseini Tamboura, après avoir passé un mandat en tant que vice-président, dit avoir les ressources nécessaires pour diriger ce groupe de supporters pour ces 4 prochaines années. Son programme intitulé « Faisons de nos gradins une source de motivation pour nos sportifs » tourne autour de l'aspect organisationnel, de la mobilisation et de l'animation, la sensibilisation, la communication et le marketing et la mobilisation des ressources. Mon président Yamego Ablafé a décidé de ne pas faire rebeloter. Moi, en tant que vice-président, j'ai souhaité et le bureau complet n'a pas hésité. Ils ont approuvé ma candidature. C'est ça qui m'a motivé à me présenter. Il y a un problème au niveau des supporters. Nous allons tout faire pour taire tous ces problèmes. Au niveau des stars, il y a des bagarres. Nous allons tout faire pour taire toutes ces bagarres. Bon, et au niveau, parce que nous savions qu'actuellement, à l'état des problèmes, nous allons nous baser sur la vente des cartes. Nous allons sillonner les pays limitrophes pour pouvoir nous faire un peu d'argent parce que nous savions que le pays traverse un moment difficile. Les mésententes entre camps opposés n'en manquent pas dans ces élections. Le candidat promet faire régner la cohésion et le rassemblement, comme l'indique le nom de la structure. Moi, je ne veux même pas attendre la fin de ces élections-là pour appeler l'autre groupe à venir collaborer avec. Moi, j'ai déjà dit ça. Nous, ils n'ont qu'à venir. Nous sommes prêts à les accueillir. Nous sommes le bureau sortant. Le président Ablassé n'a pas voulu rebeloter. Moi, j'ai voulu, ils m'ont accordé. Donc, c'est à eux maintenant de venir vers nous. En tout cas, nous, la porte est grandement ouverte. Au stade actuel des campagnes, au moins 10 régions étaient à la présentation du candidat. Ils disent avoir effectué le déplacement pour lui témoigner leur soutien. Et la région du centre, c'est 7 sur 7. Voilà, parce que simplement, il y a une stratégie à laquelle nous avons mis en place et tous les 7 sont pour M. Touma, sans problème. Chaque élection, chacun choisit son camp. Nous, on a choisi le camp de Touma. De toute façon, on a fait campagne ensemble. Je pense que ça va aller. En rappel, les élections ont été ramenées au 17 juillet prochain afin de permettre à quelques régions d'achever les élections régionales. Pour l'heure, 2 candidats sont donc en compétition, à savoir Soumaïla Ilboudo et Ousseini Tamboura. La capitale malienne abrite depuis ce jeudi 8 juillet la 2e assemblée générale plénière du comité interparlementaire du G5 Sahel à Bamako. Le thème est « Renforcer la participation citoyenne aux initiatives de développement et de paix au Sahel, le rôle des parlementaires ». La cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée au Centre international de conférences de Bamako a enregistré la présence des délégations parlementaires burkinabées, nigériennes et tchadiennes. Reportage de Bourema Souno, notre correspondant au Mali.
Le comité interparlementaire du G5 Sahel a ouvert ce jeudi 8 juillet les travaux de sa deuxième assemblée générale plénière dans la capitale malienne. Thème: renforcer la participation citoyenne aux initiatives de développement et de paix au Sahel, rôle des parlementaires. Le président de l'Assemblée nationale de transition du Mali salue la solidarité entre les pays du Sahel. Soyez sûrs, chers collègues du G5, que notre pays saura s'en souvenir. Le Mali s'en souviendra éternellement car cette solidarité entre nos peuples, à travers les parlements, est désormais forgée dans le sang. Le sang de nos populations civiles meurtries, le sang de nos vaillants soldats, bref, le sang de tous les martyrs du terrorisme et de l'insécurité frappant nos États. Le président du Parlement burkinabé reconnaît que malgré la pandémie à coronavirus et l'insécurité, l'organisation interparlementaire a pu atteindre certains de ses objectifs. Notre organisation a pu poursuivre sa structuration à travers la mise en œuvre du plan d'action que nous avons adopté du moins à Nouakchott. Ce plan d'action se voulait ambitieux et avait identifié 15 activités clés regroupées en 4 volets principaux qui sont: premièrement, la mise en route du dispositif d'appui administratif et technique. Deuxièmement, le développement du partenariat et la représentation. Troisièmement, la mise en œuvre de la fonction législative et enfin, la formation et le développement de l'expertise interne. Selon Senou Oumarou, président de l'Assemblée nationale du Niger, la communauté internationale doit poursuivre ses efforts pour rendre vraiment opérationnelles les forces du G5 Sahel. Nous devons donc continuer notre plaidoyer afin que la communauté internationale lui fournisse le soutien financier et matériel promis au moment de sa création. À cet égard, nous ne nous lasserons jamais de demander aux Nations Unies de créer les conditions pour que la force conjointe du G5 Sahel puisse être assistée au moyen de son chapitre 7. En plus des organes d'orientation et de décision, le comité interparlementaire G5 Sahel est organisé en 5 commissions générales: défense et sécurité, affaires sociales et migration, développement, infrastructure et environnement, économie, finances et budget, et enfin gouvernance, justice et droit. Celles-ci sont soutenues dans leurs actions par un secrétariat exécutif basé à Niamey. Fin de cette édition. Avant de nous séparer, notez que dans quelques instants, vous aurez votre magazine Sport 3 avec Assami Tiemtoré et ses invités décodeurs. Ils promettent à vous parler des élections du prochain président de l'Union nationale des supporters des étalons, de la finale à CAF Euro 2021 et de la Copa América. Moi, je vous retrouve demain à la même heure. Dieu voulant. Bonsoir.